Vous pensiez vraiment que l'homme était seul dans l'univers? Attendez de voir ce qu'il suit. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Reconnexion Galactique. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue, c'est Adrien Sicard, et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode de ADNS, à la découverte des nations stellaires. Pour toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne et cette série de capsules donc de À la découverte des nations stellaires, ces épisodes sont le fruit des différents voyages, des différentes connexions et toutes les informations que j'ai pu glaner de ces civilisations exogènes. Petite précision, quand je parle de rencontres et de connexions ou de voyages, je ne parle pas de rencontres physiques, mais bien évidemment de voyages en conscience. Ces informations sont donc issues de ma conscience supérieure. C'est elle qui se déplace à travers les dimensions, les plans, et sur ces différentes planètes. Et c'est elle qui m'apporte l'ensemble de ces informations. Et donc pour cela, c'est important de faire preuve de discernement. Il ne s'agit donc nullement d'une vérité absolue, simplement le résultat de mon expérience propre et de ma vérité. Je vous demanderai donc de prendre ce qui fait écho en vous, et tout ce qui ne résonne pas, vous pourrez le laisser de côté. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce troisième volet de ADNS. Dans le premier épisode, nous avions découvert les Lyciens d'Andromède, ces géants de muscles au grand cœur, originaires de notre galaxie voisine M31, et issus d'une planète extrêmement lumineuse qu'ils nomment Lycia, d'où ma conscience projetée est elle-même originaire. Lors de la seconde capsule, je vous avais amené du côté de la Lyre, où nous avions pu découvrir ce merveilleux peuple, ce peuple hautement spirituel qui est celui des Patalans, et qui nous avait fait voyager à travers ces lieux de vie et ces magnifiques cités. Si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas eu le temps de visionner ces vidéos, vous pouvez retrouver ces épisodes sur la chaîne. Et si cela vous parle et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour ce troisième opus de la série ADNS, où je vais vous amener cette fois-ci du côté de la constellation du Grand Chien, et notamment du système de Sirius, pour découvrir le peuple des Asgarans. Nous aborderons donc dans cette capsule le système de Sirius, dont sont originaires les Asgarans, puis nous verrons leur planète et le contexte multiracial qui y règne, puis nous découvrirons leur histoire et leur évolution, ainsi que leur lieu et mode de vie, et nous finirons sur leurs caractéristiques physiques et psychiques. Vu de notre position, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, après le Soleil bien sûr,
et elle est située dans la constellation du Grand Chien, située à 8,6 années-lumière de notre planète, ce qui fait de Sirius le 5e système stellaire le plus proche de nous, derrière celui d'Alpha Centauri et les 3 naines rouges que sont Barnard, Wolf 359, ça parlera probablement aux amateurs de Star Trek, et enfin la 3e naine rouge Lalande 21185, située dans la constellation de la Grande Ourse. Si Sirius brille autant dans notre ciel, c'est parce qu'elle est 25 fois plus lumineuse et elle est environ 2 fois plus grande en termes de diamètre que notre Soleil. D'après l'astrophysique, elle serait âgée d'environ 240 millions d'années. Pour information, Sirius signifie brûlant, torride ou ardent en grec. Le mot canicule, qui est emprunté au XVe siècle, est du latin canicula, qui veut dire petite chienne en diminutif de canis. Après s'être spécialisé en astronomie pour l'étoile Sirius, cela signifiait également la période de forte chaleur pendant laquelle Sirius se lève et se couche en même temps que le Soleil du 22 juillet au 23 août. Mais revenons-en à nos moutons. Sirius est donc un système binaire composé d'une étoile à séquence principale qui est Sirius A et de son compagnon Sirius B qui est une naine blanche 10 000 fois moins lumineuse que Sirius A. Oui, mais vous allez me dire Sirius C dans tout ça. Il faut dire qu'officiellement, elle n'a toujours pas été détectée par nos astrophysiciens. Bien qu'avec Hubble, en 2017, ils aient suspecté la présence d'une naine brune. Mais on va y revenir juste après, et je vous donnerai mon avis et les infos que j'ai à mon niveau. Avant ça, je voulais parler de Sirius, qui est notamment connu dans bon nombre de traditions. On la retrouve notamment dans la mythologie grecque et de la Rome antique, avec notamment Orion le chasseur et son chien Sirius, qui sont placés dans le ciel suite au décès d'Orion. On la retrouve aussi dans les traditions chinoises, elle est dénommée Tianglang. On la retrouve aussi dans les traditions polynésiennes, où elle servait également de repère pour les navigateurs polynésiens. Mais c'est surtout dans la culture de l'Égypte antique que Sirius va faire parler d'elle, notamment avec Sobdet. Sobdet qui est une déesse personnifiée de l'étoile Sirius. On peut d'ailleurs la voir sur sa représentation, avec l'étoile à 5 branches qui représente Sirius au-dessus de sa tête. La déesse Isis y était aussi associée. Et enfin, plus récemment, elle apparaît dans la culture Dogon. Les Dogons qui sont un peuple originaire du Mali. Cette tribu qui, bien avant nos astrophysiciens modernes, avait connaissance que Sirius était un système triple. Donc elle était composée de Sirius A qu'ils nomment Sigitolo, Sirius B qu'ils nomment Potolo et Sirius C qu'ils nomment Emeyatolo. D'après les ancêtres Dogon et l'ethnologue Marcel Griol qui a rencontré ce peuple et qui les a fait connaître, ceux-ci auraient rencontré des peuples venus d'ailleurs, et notamment de Sirius, qu'ils nomment les Nomos, des êtres semi-aquatiques au corps d'homme et à la tête de poisson, qui seraient descendus du ciel et venus à leur rencontre pour leur expliquer l'histoire et la création du monde. J'en reviens donc au système de Sirius, où effectivement les informations que j'ai à mon niveau recoupent avec tout ce qu'on a pu dire précédemment, à une exception près, et qui concerne Sirius C. Pour moi, Sirius est un système binaire, et Sirius C n'est donc pas une étoile, mais une biosphère artificielle d'origine arcturienne, un petit peu à l'image de la Lune qui a été mise volontairement en orbite autour de la Terre. Sirius C a donc été placé à cet endroit dans le système Sirius pour maintenir celui-ci qui avait été déséquilibré suite aux guerres qu'il y a eu dans la constellation voisine, celle d'Orion. Les Asgarans sont donc originaires d'une planète nommée Asgard. C'est une planète qui a la grosseur de Jupiter, environ 140 000 km de diamètre. Cependant, la différence de Jupiter, ce n'est pas une planète gazeuse, c'est une planète tellurique, donc comme la planète Terre. Elle fait donc partie du système de Sirius, elle est notamment en orbite autour de Sirius B. Comme je vous ai énoncé précédemment, Sirius B est une naine blanche qui est apparue peu de temps après la création de Sirius A. Elle serait âgée de 228 millions d'années et tourne en orbite de manière elliptique autour de Sirius A sur une période de 50 ans. Le système Sirius est donc plus jeune que notre propre système solaire, qui lui est âgé d'au moins 4,5 milliards d'années. Malgré tout, les Asgarans sont une civilisation plus ancienne que la nôtre, du moins notre civilisation actuelle, mais on en reparlera juste après dans la partie concernant leur histoire et leur évolution. Asgard est une planète faisant partie d'un groupement de 6 planètes orbitant autour de Sirius B. Asgard est donc classé en 2e position dans son système et orbite autour de son étoile en 1,7 années terrestres. Asgard est une planète où la vie prolifère. Elle est composée à 60% d'eau et 40% de terre.
C'est d'ailleurs une véritable terre d'accueil pour les lignées extraterrestres de passage sur Sirius. Elle est d'ailleurs située non loin du couloir dimensionnel ou du portail interstellaire de Sirius. Il est à noter que Asgard est non militarisé, bien que ça n'a pas toujours été le cas. On ne retrouve donc aucune arme sur cette planète. Cependant, les Asgarans ont su mettre un système très ingénieux pour la protection d'Asgard. Étant très développés technologiquement, les Asgarans ont su mettre en place un champ de force autour de leur planète. Et ils l'ont fait à l'image d'un atome et du champ d'énergie créé par ces électrons gravitant autour du noyau. Les électrons étant des astres qui gravitaient dans le système et qu'ils ont récupérés pour mettre en orbite autour d'Asgard, qui peut être comparé au noyau d'un atome. À partir de cet instant, ils ont créé donc un champ d'énergie, ce champ de force servant donc de support à la diffusion d'une barrière fréquentielle et programmée depuis Asgard. Alors d'après ce que j'ai pu voir et de ce qu'on a pu m'expliquer, cette barrière fréquentielle est programmée depuis des pyramides qui sont reliées les unes avec les autres sur Asgard. Elles sont composées de cristal et sont émettrices d'une information fréquentielle envoyée depuis Asgard, traversant ainsi ce champ de force et étant réceptionnée par des pyramides placées également sur les astres en orbite. C'est donc un système d'émetteur-récepteur traversant ce champ d'énergie qui va créer cette barrière fréquentielle. Ce système de barrière énergétique permet donc un filtrage automatique pour les êtres qui souhaitent se rendre sur Asgard. Ce système va permettre en quelque sorte de capter les fréquences des vaisseaux en approche et donc ainsi de les laisser rentrer ou pas. Pour les représentants ou les diplomates de certaines lignées dont les fréquences ne sont pas acceptées sur Asgard, mais qui doivent traiter avec des hauts représentants asgarans pour des mesures notamment diplomatiques, doivent passer par le cosmoport d'Asgard, qui leur délivre à ce moment-là une accréditation pour pouvoir pénétrer dans la haute atmosphère d'Asgard. Idem pour les transits commerciaux, qui se font via le cosmoport asgaran, qui est situé à l'extérieur du champ de force d'Asgard. Cela permettant donc de préserver les fréquences de cette planète et ainsi éviter toute pollution énergétique. Ce cosmoport est donc un engin artificiellement créé par les Asgarans. Sa structure est composée essentiellement de métal, il est de forme pyramidale et s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce cosmoport est donc un avant-poste de la planète Asgard, une gare de triage en quelque sorte, où de nombreuses lignées extraterrestres se côtoient. On y retrouve aussi des humains qui ont été extirpés des groupes d'esclaves reptiliens et donc qui ont été soignés sur ce cosmoport et qui ont élu domicile dans l'une des strates de celui-ci. On va également retrouver une population très éclectique sur Asgard, qui compte de 500 à 600 millions d'habitants et dont les Asgarans sont représentés à hauteur de 25%. La population d'Asgard est donc représentée par bon nombre de lignées extraterrestres, dont la majorité est quand même représentée par des lignées venues du système Sirius, notamment des amphibiens. On y retrouve également pas mal de lyriens, mais également des reptiliens qui ont fui leur propre peuple pour éviter la guerre et qui sont dans un processus d'éveil. Il est important de préciser qu'au sein de ces lignées dites régressives, il existe bien évidemment des êtres qui sont positifs, un petit peu comme nous les humains. On a un peu tendance parfois à les classifier de régressifs, or tout n'est pas blanc ou noir. Il existe aussi des êtres au sein de ces factions qui sont sur le chemin de l'évolution. On y retrouve également des Pléiadiens, mais aussi de nombreuses lignées venues d'Orion qui ont fui la guerre et notamment une grande quantité d'êtres hybrides. C'est donc pour cela qu'Asgard est dénommée la Terre d'accueil, et sa relative grandeur permet d'offrir un espace pour toutes ces lignées, qui ont appris bien sûr à vivre dans un respect mutuel, et dont les Asgarans sont les principaux initiateurs. Les Asgarans sont un des peuples les plus anciens de Sirius. D'après les connexions que je peux avoir avec Kaalia, qui est un être Asgaran, cette population serait âgée d'environ 50 millions d'années. D'après elle, ils auraient été ensemencés par des créateurs qu'ils nomment les Anciens. Ces Anciens proviendraient du centre de notre galaxie, et d'après elle, ce schéma serait identique pour toutes les autres galaxies qui composent notre univers. Cependant, la question que l'on peut se poser serait: est-ce que ces Anciens sont communs pour toutes les galaxies qui composent notre univers, ou sont-ils originaires de leur propre galaxie? Autrement dit, chaque galaxie bénéficie-t-elle de ses propres ensemenceurs? La réponse est oui. Chaque galaxie bénéficie de ses propres ensemenceurs.
C'est Kaalia qui m'a apporté cette réponse, et elle l'a fait de manière très simple, en superposant l'image de notre univers et de toutes ces galaxies avec celle de notre corps et de tous ces organes qui le composent. En zoomant sur l'infiniment petit, elle m'a montré également que chacune des familles de cellules présentes dans notre corps et dans nos différents organes ont toute une fonction bien spécifique, à l'image des différentes lignées que l'on peut rencontrer dans notre univers. On peut donc dire que les ensemenceurs sont issus de la même famille, un petit peu comme les cellules, donc ils ont la même fonction, mais peuvent avoir des apparences différentes en fonction des galaxies dont ils sont originaires. Ils ont donc été ensemencés il y a à peu près 50 millions d'années. Contrairement aux êtres humains que nous représentons, cette civilisation est donc une civilisation originelle. De ce fait, elle n'a donc pas été manipulée ou modifiée génétiquement par des lignées exogènes. Les Asgarans ont donc pu vivre une évolution dite naturelle. Contrairement à notre civilisation, ils n'ont pas été freinés dans leur évolution, ce qui leur permet à ce jour d'être une civilisation interstellaire, technologiquement avancée et spirituellement évoluée. Bien qu'au début de leur évolution, ils aient connu des conflits et des guerres entre eux, les différents peuples d'Asgard ont su s'unifier lorsque leur planète les rappelait à l'ordre avec différents cataclysmes, et notamment à l'approche de Sirius A tous les 50 ans, où sa courbe elliptique se resserrant près de l'astre provoquait régulièrement de gros mouvements telluriques sur Asgard. Chose qui ne leur arrive plus aujourd'hui, car ils maîtrisent le champ d'énergie de leur planète. Lors de leur évolution, ils ont déjà été plusieurs milliards en termes de population, mais les guerres et les catastrophes ont toujours eu raison de cette évolution exponentielle en termes de population. Parallèlement à tout ça, ils ont su supprimer leur caractère animal, leur côté primaire et dualiste, délaisser ainsi petit à petit leur ego en se développant spirituellement, notamment grâce à l'activité photonique et fréquentielle de Sirius A, qui contribuait à la modification de leur ADN et donc de leur ouverture de conscience. Leur science et leur technologie a aussi continué à évoluer avec le temps, et c'est ces deux pôles qui ont fini par se rejoindre, créant ainsi une parfaite alchimie, leur permettant de devenir une nation stellaire. J'en profite pour faire une parenthèse et vous dire que lors de mes rencontres avec ces différentes nations stellaires, elles ont toujours un discours commun qui est que pour qu'une civilisation devienne une civilisation stellaire, elle doit allier la science et la technologie avec le côté spirituel et holistique. Autrement dit, le matérialisme au service de l'idéalisme. En devenant une nation stellaire, les Asgarans ont pu donc explorer les planètes de leur système et ainsi aller à la rencontre d'autres lignées. Puis ils ont étendu leur exploration dans d'autres systèmes, puis dans l'ensemble de la galaxie. Ils ont, lors de leur exploration, rencontré des lignées dites positives, mais également des lignées avec lesquelles ça s'est moins bien passé et où il y a eu des menaces et allant même jusqu'à la destruction de certains de leurs vaisseaux. C'est donc avec l'expérience de l'accrochage avec certaines lignées de grands gris faisant partie de l'Empire d'Orion que les Asgarans sont revenus de leur exploration, avec comme idée la préservation de leur planète et la mise en place d'un système de défense. Ce qui a débouché sur la création de la barrière fréquentielle autour d'Asgard que j'ai pu vous présenter précédemment. Système de défense qu'ils ont d'ailleurs proposé et mis en place sur certaines planètes du système Sirius, ne bénéficiant pas de défense militaire. Et on peut dire que les Asgarans avaient visiblement bien senti le coup, puisque suite à tout cela, il y a eu les conflits entre les Draco-reptiliens et les Lyriens, dans la constellation de la Lyre dans un premier temps, puis elles se sont poursuivies dans la constellation d'Orion, constellation voisine de Sirius, et c'est donc à partir de ce moment que les Asgarans ont commencé à accueillir des colonies aussi bien lyriennes que reptiliennes, ayant subi des dommages collatéraux suite à ces guerres. Et c'est tout naturellement que les Asgarans ont donc intégré la Fédération Galactique des Mondes, de même que d'autres lignées syriennes. Les Asgarans ont monté une société multiculturelle sur leur planète, comme j'ai pu vous le dire précédemment. On y retrouve diverses lignées, ce qui est assez exceptionnel pour une planète, puisque une planète a souvent ses propres caractéristiques et ne peut pas toujours recevoir des lignées différentes en fonction de leurs besoins vitaux, de leur métabolisme, mais aussi en fonction de ce que le corps a besoin pour fonctionner correctement. Cela peut être par exemple la composition qu'il y a dans l'air, la pression atmosphérique, les composants dont certaines lignées se nourrissent et qui ne sont pas forcément présents sur telle ou telle planète. Il y a tout un tas
d'éléments qui peut faire que des lignées ne peuvent s'adapter à un certain type de planète. Or, les Asgarans, comme je l'ai dit précédemment, maîtrisent l'énergie globale de leur planète. Ils maîtrisent l'énergie du point zéro, donc l'énergie libre, mais aussi ils vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent moduler les caractéristiques de leur planète pour permettre à des lignées qui à la base n'étaient pour ainsi dire pas capables d'une existence à long terme sur cette planète, de pouvoir s'y installer durablement. Et cela, les Asgarans le font par l'intermédiaire de la manipulation des vibrations dans ces fameuses pyramides de cristal dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont réparties un peu partout sur Asgard et sur leur sillune en orbite. On peut retrouver ce genre de fonctionnement dans les grands vaisseaux mers où on retrouve diverses lignées avec des métabolismes complètement différents qui peuvent ainsi interagir ensemble grâce notamment à de la technologie et souvent de l'intelligence artificielle qui va maîtriser l'environnement du vaisseau et qui va ainsi permettre à ces différentes races ou ces différents êtres de pouvoir se côtoyer malgré des organismes et des structures vitales complètement différentes. Et c'est là pour ainsi dire que les Asgarans ont été très forts et très bons, c'est qu'ils ont su se concentrer sur leur planète au retour de leur exploration des différents systèmes et du cosmos. Ils n'ont pas cherché à développer ou surdévelopper les explorations des différentes galaxies ou univers, mais ils sont retournés à l'origine, c'est-à-dire sur leur planète, Asgard, pour se consacrer et y développer un système de vie modulable et adaptable pour toutes les lignées qui souhaiteraient s'installer sur cette planète. Bien évidemment, les Asgarans sont une civilisation holistique, donc qui n'a rien à voir avec la civilisation terrienne, puisqu'ils vivent dans le un, dans l'unité, cela comprend le tout, donc ils ont un esprit de solidarité et une empathie envers toute forme de vie. Les fréquences étant plutôt élevées sur Asgard, cela va éviter du coup les dérives d'êtres qui tombent dans l'ego, chacun étant cependant libre de vivre comme il l'entend. Il n'y a pas d'économie sur Asgard, mais du don de soi. Voilà. Le but c'est d'apporter en fonction de ses centres d'intérêt et de ses facultés. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de leader. En revanche, la société est basée plus sur un mode d'ordre matriarcal, car la femme, elle est sacrée pour les Asgarans. Elle est le symbole de la pureté et de la sagesse. Seul un groupe de 6 femmes Asgarans représente leur planète. Elles sont appelées les 6 sacrées et vivent dans l'intraterre d'Asgard. Elles se réunissent occasionnellement en cas de crise, ce qui n'arrive quasiment jamais. Asgard a également quelques représentants d'un point de vue cosmo-diplomatique qui sont généralement des femmes. En dessous de cela, on va donc trouver la structure ou du moins le pôle scientifique et technologique qui gère le système fréquentiel de la planète et qui reste en contact permanent avec les 6 sacrés mais également le cosmoport d'Asgard. Sur Asgard, on va donc retrouver différents environnements, différents lieux de vie. Il y a une totale liberté dans le choix de vie de chacun. Suivant les lignées, on va retrouver des habitations complètement différentes, avec des matériaux différents les uns des autres. Cependant, dans cet épisode, je m'arrêterai uniquement sur le mode de vie des Asgarans originels. Il faut dire qu'avec une centaine d'espèces répertoriées, le travail serait considérable. Il y aurait tant à dire sur Asgard tellement les informations pullulent, mais je me contenterai donc de vous apporter les informations les plus importantes. À l'image de la Terre, on retrouve différents types d'environnements et de climats sur Asgard. La seule différence, c'est que la civilisation Asgaran maîtrise totalement son climat sur sa planète. Elle peut donc, selon les besoins, amener soit de la pluie ou du soleil. Sur Asgard, on retrouve aussi un ciel bleu, avec bien évidemment 2 soleils, puisque on va avoir Sirius B et Sirius A qui vont illuminer leur ciel. En ce qui concerne leur environnement, on va retrouver tout type d'environnement un petit peu comme sur la Terre, avec des climats plus ou moins différents. À savoir qu'Asgard est quand même presque 10 fois plus grande que la planète Terre, avec un nombre d'habitants beaucoup moins important que nous puisqu'ils ne dépassent pas les 800 millions, ce qui leur offre de grandes étendues, de grandes plaines, pour pouvoir profiter de cette nature que leur offre Asgard. Bien qu'on retrouve quelques grandes agglomérations sur Asgard, ne dépassant pas 2 millions d'habitants, et étant très spacieuses et très ouvertes sur la nature, et avec des architectures diverses et variées en fonction de leur localisation et des lignées qui y vivent, c'est généralement l'habitat de type individuel qui prédomine, avec parfois des maisons esselées et séparées des maisons les plus proches de plusieurs centaines de kilomètres. Ceci n'étant pas un problème pour eux parce que, étant développés technologiquement,
Beaucoup d'entre eux possèdent des vaisseaux de type sphérique. On va aussi retrouver des moyens de transport comme des vaisseaux drivers, qui sont en quelque sorte des vaisseaux taxis. Et puis en transport collectif, on va trouver des trains, ce qu'on appelle des trains en lévitation, donc des trains ultra rapides sous terre et qui permettent une communication entre les différentes villes sur Asgard. Ces trains fonctionnent avec une force électromagnétique dans des tubes vidés de leur pression, et cela nous rappelle étrangement l'Hyperloop d'Elon Musk proposé en 2013. Plus récemment, ils ont aussi développé des ports de téléportation qui ressemblent à des gros cylindres de verre et qui vont leur permettre de se rendre d'un point A à un point B sur Asgard en rentrant des coordonnées. Concernant leurs habitats, hormis dans certaines villes, les habitations des Asgarans sont toutes de type individuel. Ils y vivent seuls ou en couple, où ils se limitent généralement à 1 ou 2 enfants. On retrouve très peu d'habitations sur le sol d'Asgard. Généralement, leur habitation est fondue au sein même du sol de celle-ci. J'emploie le terme fondu car ils utilisent un procédé spécifique pour concevoir les pièces de leur habitat, c'est-à-dire qu'ils utilisent la vibration pour changer le caractère atomique de la pierre et donc la faire fondre et la rendre modulable à l'aide de structures ou de moules holographiques qu'ils peuvent configurer à leur guise et leur permettre ainsi de concevoir des pièces aux formes et aux espaces qu'ils souhaitent. Des procédés du même type ont été utilisés notamment par les anciennes civilisations, dont on peut retrouver les vestiges notamment un peu partout sur notre planète. On retrouve également une communauté d'Asgarans d'environ 3 millions d'êtres qui va vivre à l'intérieur d'Asgard, donc dans son intraterre, où ils ont bâti des cités et où on va retrouver les êtres Asgarans les plus évolués spirituellement. À savoir que plus on évolue spirituellement, plus on rentre en soi, donc plus on se rapproche du cœur de sa planète. Les Asgarans sont des êtres vivant en 7e densité. Dans la cratère d'Asgard, on y retrouve des Asgarans plus évolués allant jusqu'à la 10e densité. Ce sont des êtres à la peau allant du bleu pâle au bleu légèrement plus foncé, avec des incrustations d'or parfois dans leur peau, un métal qu'ils affectionnent particulièrement pour sa beauté, mais qui est aussi une ressource essentielle dans l'utilisation de certaines de leurs technologies. Ce sont des êtres qui peuvent vivre entre 400 et 500 ans d'âge terrestre. Ils sont généralement grands et longilignes, mesurant en moyenne 2,20 m, conçus avec un tronc, 2 jambes et 2 bras, au bout desquels nous allons trouver non pas 5 mais 6 doigts et 6 orteils. Ils ont des yeux en amande généralement de couleur bleu électrique, pouvant tendre jusqu'au vert émeraude, un visage assez fin et des pommettes saillantes. Leur crâne gros et allongé vers l'arrière contient un cerveau avec un seul lobe et non pas deux, comme nous les terriens. Ils ont un système digestif complètement différent du nôtre, puisqu'ils ne se nourrissent exclusivement que de liquide ou de gélatine à valeur énergétique élevée et qui proviennent de certains végétaux présents sur Asgard, les toxines étant éliminées par les pores de leur peau. Leur sang est de teinte jaunâtre, ils sont ambidextres et très habiles manuellement, ils sont télépathes, télékinésistes et à leur contact, ils sont capables de transformer toute fréquence négative en fréquence élevée et positive. Leur mode de reproduction est très particulier. Il est en effet déclenché par le baiser d'un homme asgaran. Celui-ci va libérer de sa langue une substance qui va cheminer par la bouche de la femme pour se nicher dans son abdomen. Après un petit moment qui est de quelques jours, la femme Asgaran libère de sa fente abdominale une boule gélatineuse qu'elle nichera dans une plante ressemblant à une grosse anémone de mer, qui va permettre de nourrir ce fœtus jusqu'à ce qu'il devienne un nouveau-né Asgaran au bout de quelques semaines. Les Asgarans sont donc des êtres très intelligents, faisant preuve d'une grande empathie et d'une sagesse inégalable. Ce sont de très grands scientifiques et ils ont aussi compris que ce qui se passait à l'intérieur d'eux, donc au niveau microcosme et au niveau de l'univers, donc du macrocosme, pouvait être transplanté au sein même de leur technologie. Ils ont compris également à force d'expérience que l'intelligence artificielle et la technologie n'étaient pas nocives pour leur civilisation, puisqu'elle a été conçue et programmée par le pôle scientifique et technologique d'Asgard avec une intention positive et avec des fréquences élevées. Le peuple asgaran est donc une civilisation extrêmement évoluée qui a su s'adapter avec le temps et dont notre humanité devrait tirer exemple. Nous arrivons donc au terme de cette passionnante capsule sur les Asgarans. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle permettra à certains ou certaines d'entre vous de vous reconnecter.
N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo autour de vous et faire découvrir la chaîne à votre entourage pour ceux qui la connaissent pas. Enfin, si vous désirez laisser un commentaire sous la vidéo, c'est avec grand plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. N'hésitez pas également, si le cœur vous en dit, à rejoindre la grande communauté de Reconnexion Galactique et ses équipes au sol par département, qui vous permettront de rencontrer physiquement de belles âmes connectées, et cela via le canal Telegram Reconnexion Galactique, dont le lien figure en dessous de la vidéo. J'en profite également pour vous signaler que Reconnexion Galactique a créé sa propre association à but non lucratif, dans le but de promouvoir des événements liés à l'éveil, au spirituel et au monde galactique. Et pour nous aider à démarrer et à nous développer, je vous laisse le lien PayPal de l'association pour un éventuel don si le cœur vous... Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Reconnexion Galactique.